Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expertise comptable et gestion. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Et bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va se compter, s'offrir une séance de cinéma maudit et visiter une salle de concert qui remet le son après plusieurs années de silence. Pour parler de ces sujets, je reçois Hélène Gaudin et Guillaume Lopez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour présenter l'association Terreur Nocturne qui organise à partir de cette semaine le Maudit Festival. En face de vous, Aurélia Bouchard. Bonjour. Bonjour. Coordinatrice de la salle de spectacle Le Ciel qui réouvre ses portes au public ce samedi. Une forme de renaissance pour ce lieu de musique et de spectacle. Et puis, dernière invitée de cette émission, Stéphanie Depille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au chef du service études de l'INSEE en Auvergne-Rhône-Alpes. L'INSEE, c'est l'Institut de la statistique. Avec vous, on va parler du recensement qui débute cette semaine. Mais à l'INSEE, on ne fait pas que compter la population. On fait des stats tout au long de l'année. Oui, bien sûr. Alors, le recensement de la population est quand même la source d'information majeure à partir de laquelle on réalise nos statistiques, mais on fait aussi des enquêtes auprès des ménages, notamment l'enquête emploi qui permet de calculer le taux de chômage. Et puis, on exploite aussi des fichiers administratifs pour réduire la charge de collecte auprès des personnes et des entreprises. Je vais poser une petite colle à nos autres invités. Combien il y a d'habitants en Isère, selon vous? Allez, à 100 000 près. 260 millions. Je sais pas. Ça partait bien, mais on n'a pas d'idée d'ordre de grandeur du nombre d'habitants dans le département. Dans le département. Bon, Stéphanie. 1 260 000. Je suis pas loin. Ouais, il y a quelques centaines de millions, vous n'étiez pas loin. Guillaume, à Grenoble, c'est plus facile, Grenoble. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Alors, à 100 000 près. À 100 000 près, 100 000. À Grenoble, toute la métropole? Non, que la ville de Grenoble. Que la ville de Grenoble, je sais pas, 200 000? 200 000, 100 000? 300 000. Ah, 300 000, bon. La réponse est 160 625. Hein. Je ne me trompe pas, Stéphanie? Non, c'est bien ça. Voilà, la ville de Grenoble a perdu d'ailleurs 200 habitants par rapport au recensement de l'an dernier. Et puis les deuxième et troisième villes sur le podium du département sont des villes de l'agglomération, Saint-Martin-d'Air et Chirol. Je ne vous demande pas le nombre d'habitants parce que vous avez déjà été performant sur Grenoble. On va s'arrêter là. Saint-Martin-d'Air, c'est 38 755 et Chirol, 37 051. Des chiffres précis qui viennent de sortir, mais qui datent de 2017. Vous ne travaillez pas vite à l'INSEE, Stéphanie? C'est pas forcément ça, c'est que en fait on ne veut pas enquêter exhaustivement la population en fait chaque année, et donc on utilise les données de 5 années de collecte de recensement. Donc il faut qu'on attende que les 5 années de collecte soient publiées pour publier les résultats 2 ans après. Donc il y a 5 années, 2017, ça veut dire que c'est une année moyenne entre 2015 et 2019. Bon, ça reste quand même les derniers chiffres d'actualité. Est-ce qu'on peut dégager des tendances avec des statistiques comme ça? Oui, alors notamment sur le département, on remarque les tendances démographiques qu'on a déjà notées les années précédentes. Notamment, on a des fortes évolutions démographiques dans le nord de l'Isère, autour de Bourgoin-Jallieu, donc notamment Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo, Villefontaine. Et puis, on note également un ralentissement un peu de l'attractivité démographique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui partent plus que de gens qui arrivent sur le territoire. Et ça, c'est particulièrement vrai pour l'agglomération de Grenoble. Ça veut dire que notre territoire grenoblois, perd un peu de son attrait auprès de la population. Oui, alors il est très attractif au niveau des étudiants. Hein. Il y a une forte population étudiante qui arrive à Grenoble, mais on perd un peu plus d'habitants dans les 20-30 ans et au niveau des retraités. Vous allez l'expliquer ça à l'INSEE ou vous constatez simplement et puis vous laissez à d'autres le soin de proposer des hypothèses? Alors on l'explique, puis on dit surtout où vont les gens et vers quelle autre ville. En revanche, le département est très dynamique d'un point de vue des naissances parce qu'il est très jeune. Donc ça arrive à compenser ces pertes d'habitants dues au départ.
Bon, mesurer pour comprendre, je crois que c'est la devise de l'INSEE. De l'INSEE. Cette année, notamment, grâce à ces chiffres, vous avez fait un petit focus sur les familles recomposées, ces gens qui divorcent, qui se remarient, embarquant avec eux les enfants souvent. Oui, on adapte le questionnaire chaque année. Et donc, le questionnaire 2018 du recensement avait été modifié pour mieux comprendre les liens entre toutes les personnes des familles. Et donc, notamment, on s'est comptabilisé, par exemple, que 10% des enfants qui vivent dans les familles vivent dans une famille recomposée. Je crois qu'il y en a aussi une partie non négligeable qui vivent uniquement avec un papa ou une maman. Oui, ce sont 18% des enfants qui vivent dans une famille monoparentale. Alors, ces données, c'est la base de votre travail. Vous les collectez sur le terrain par des agents recenseurs qui, chaque année, vont au contact de la population. La campagne se déroule entre les mois de janvier et février. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, donc déjà, la collecte commence ce jeudi. Donc, il y a un agent recenseur qui tape à votre porte, qui présente une carte bleu, blanc, rouge, et donc qui doit vous permettre de l'accueillir et qui vous propose qui vous explique le principe de recensement, qui vous donne la notice de remplissage, qui vous incite à remplir le questionnaire par Internet, parce que c'est plus simple. Depuis 6 ans, plus de la moitié des ménages remplissent par Internet, et qui après, soit vous remplissez par Internet, soit revient vous apporter le questionnaire et ramener le questionnaire si vous ne le remplissez pas par Internet. Il y a des questions indiscrètes dans ce questionnaire ? Non, le questionnaire est volontairement assez simple et donc il n'y a pas de questions, par exemple, sur les revenus, parce qu'on préfère utiliser d'autres sources pour mesurer. Alors ça repose quand même sur même si on va au contact de la population, sur la bonne foi des gens. Ils ont cette marge de manœuvre de vous raconter un peu n'importe quoi parfois ? Oui, alors ils répondent quand même très massivement. 96% des habitants remplissent le questionnaire. Alors l'enquête est obligatoire, mais ils savent aussi que c'est une utilité un peu de nature civique. Le recensement est utile et donc il est intéressant d'y répondre. Bon. Combien de personnes vont être recensées sur la période, là, pendant les semaines qui viennent, sur notre département, par exemple ? Alors, c'est à peu près 8% de la population du département qui est interrogée cette année. 8% de 1 260 000, Guillaume, ça nous fait donc 367. Il est pas mal. Bon, je vous laisse faire le calcul chez vous. On n'est pas là non plus pour faire des maths, même si les stats, c'est une des bases des mathématiques. À quoi servent ces chiffres que vous collectez ? Alors déjà réglementairement, parce que rien que le dénombrement de la population sert dans plus de 350 textes législatifs, donc pour les dotations aux communes, pour les modes de scrutin, et puis aussi pour certains équipements, le nombre de pharmacies dépend du nombre d'habitants présents, et puis ensuite aux collectivités locales pour permettre aussi d'adapter leurs équipements, comme la crèche, les hôpitaux, à la population présente. D'accord, les décideurs vont se baser sur vos chiffres pour réorienter leur politique. Vous parliez du scrutin municipal, il y a effectivement un enjeu électoral cette année et suivant la taille de la commune, on ne va pas voter exactement de la même façon. Oui, tout à fait. Les communes de moins de 1000 habitants vont voter en fait ce qu'on appelle un scrutin plurinominal majoritaire, c'est-à-dire qu'elles donnent des noms de candidats qu'on peut barrer, et donc c'est le candidat qui est élu, alors que les communes de plus de 1000 habitants sont au scrutin par liste majoritaire, et donc il y a des listes sur lesquelles on ne peut pas bouger, et puis ces listes doivent respecter la parité. Donc ça change un peu la donne entre les communes de moins de 1000 et plus de 1000. Il y en a certaines qui ont fait la bascule entre le dernier recensement et le nouveau et qui vont donc s'adapter à ce nouveau mode de scrutin. Il y a le nombre de conseillers municipaux aussi qui dépend de la taille. Grenoble, par exemple, pour une ville de plus de 150 000 habitants, c'est 59 conseillers municipaux. Et puis dans une commune autour de 1000 habitants, on en élit simplement 15. Il y a le salaire des élus aussi qui dépend de la taille de la ville. Donc il y a un impact économique. J'ai regardé entre Voiron et Mélan qui ont à peu près la même taille d'habitants, à 20 000 à Voiron, le maire touche normalement 3 500 €. Et Mélan, qui est en dessous de la barre des 20 000, juste en dessous, il n'est plus qu'à 2 500. Donc voilà, il faut bien se compter pour être juste. Est-ce que vous comptabilisez les SDF, les gens qui vivent dans la rue ? Oui, une fois tous les 5 ans, on a une collecte des personnes n'ayant pas d'habitation. Et donc vous les attribuez à l'endroit où, à la commune où ils sont collectés. Oui. Ils se trouvent. Les prisonniers, je crois qu'ils comptent également dans le recensement. Oui, ils font partie de ce qu'on appelle les collectivités, c'est-à-dire ils font partie d'un ensemble, comme les personnes en maison de retraite.
C'est pour ça que la commune de Vars compte peut-être un nombre d'habitants plus important que ce qu'elle en héberge réellement, puisqu'il y a la prison qui est surbondée sur son territoire. On peut être compté 2 fois avec votre système ou pas ? Alors, non, on n'est pas compté 2 fois, mais on peut remplir le questionnaire de façon différente. C'est-à-dire qu'on peut à un endroit se déclarer comme ayant passé le plus de temps dans l'année dans ce logement et à déclarer comme personne dans un autre questionnaire ayant passé moins de temps dans un logement. Mais on n'est comptabilisé qu'une seule fois. Qu'une seule fois, bon, heureusement. Donc n'hésitez pas, si vous voyez un agent recenseur dans les semaines qui viennent, à l'accueillir et puis à utiliser aussi Internet, parce que c'est un moyen bien pratique pour remplir ce genre de papier. Au Ciel, on n'a pas eu trop de mal à recenser le public depuis ces dernières années, Aurélia. Hein. Depuis ces dernières années, non, on n'avait pas de public. La salle était fermée pendant 3 ans. Donc, pas de public. Donc c'était facile, c'était 0 dans la catégorie recensement. C'était quoi le problème ? Pourquoi cette salle de spectacle qui était très active au début des années 2000 s'est retrouvée fermée ? Les tutelles locales, il me semble, ont fait le choix de fermer le lieu. Alors, pour des raisons inconnues pour moi, mais je pense que c'est un problème politique et des tutelles locales qui finançaient le lieu. Alors, le lieu appartient à la ville de Grenoble, oui. Qui l'a remis en gestion avec un appel d'offres il y a quelques mois. Et c'est votre structure qui a été choisie par la municipalité pour redonner vie à ce lieu. Ça se trouve en centre-ville, derrière la place de Verdun, pas très loin des locaux de Télé Grenoble, rue Condillac exactement. Oui, c'est une salle peu visible parce qu'elle est en sous-sol, qu'il y a un tout petit panneau où c'est marqué Le Ciel, et une salle qui est peut-être peu connue justement parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit passer devant, mais elle est en souterrain et du coup pas très visible. Et puis comme elle est fermée depuis quelques années, les gens l'ont peut-être un petit peu oubliée. La voilà. Combien de places, combien de public vous pouvez accueillir ? On est sur 175 places assises au Ciel. Alors là, il y a une ambiance assez particulière, puisque vous l'avez dit, on est en dessous du niveau de la rue. C'est une salle qui a subi des travaux depuis sa fermeture, ou elle est restée à peu près dans l'état ? Non, elle est restée. On a juste investi dans du matériel technique, mais elle n'a pas bougé. Bon, j'ai une preuve d'ailleurs qu'elle n'a pas beaucoup bougé, parce que j'ai retrouvé dans les archives de Télé Grenoble une émission qu'on a tournée il y a 15 ans au Ciel, sur la scène. Ça s'appelait Live à Greux à l'époque. C'était J.C. Prince, pour ceux qui le connaissent, qui était à la manœuvre de cette émission. Et on accueillait des artistes locaux dans des salles locales, en public, pour proposer à nos téléspectateurs un petit échantillon de ce qui se faisait à l'époque. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, cet artiste, ce chanteur. Personne ne le reconnaît. Pourtant, il a fait une grande année 2009, c'est Peps, qui, avec un de ses tubes, avait été jusqu'aux victoires de la musique. Je crois que Peps, c'est pas trop la couleur musicale que va reprendre le Ciel avec son ouverture cette année. Hein. Et non, nous, au niveau de la couleur musicale, on est vraiment sur de la rareté, l'éclectisme. On a une couleur musicale très intense, on va dire, une couleur musicale curieuse et une couleur musicale qui veut éclater la question des styles. On va être autour vraiment d'une ligne, d'une couleur un peu plutôt rock, mais on a vraiment envie de questionner les styles, d'avoir des projets plutôt expérimentaux, des projets très très loin des cultures mainstream, et des projets plutôt rares, intenses et curieux. Pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs dans quelle direction vous allez, j'ai pioché dans la programmation 2020 et je vous propose d'écouter un petit extrait d'un groupe japonais qui s'appelle OOIOO. Ça se prononce comment ? Ouyu. Ouyu. Très bien. Japonais. On écoute donc les Ouyu qui vont nous donner un aperçu de ce que vous expliquiez.
Voilà, ce sera le 12 avril au Ciel. Tout sera à peu près dans le même registre dans la programmation. En tout cas, c'est ce que vous disiez, vous allez explorer des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Vous n'avez pas peur de dérouter un peu le public Justement, en fait, à Grenoble, il y a beaucoup d'équipements culturels, il y a beaucoup d'offres musicales. Et pour nous, c'est important et intéressant de défendre une scène qui n'est pas connue, d'éveiller une certaine curiosité, de proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ouais, c'est vraiment ce qu'on a envie de défendre au Ciel. Alors, il y a la partie concert avec cette salle qui est rouvre au public. Il y a aussi une partie studio de répétition qui est ouvert au groupe de la région. Oui, on a du coup un volet diffusion et le second volet, peut-être le volet le plus important du lieu, c'est nous ce qu'on appelle l'accompagnement et le soutien en pratique. On a 5 locaux de résidence longue où on a des musiciens qui sont là toute l'année pour répéter, pour créer de la musique. On a 4 locaux de répétition à l'heure. On a de la résidence scénique où les artistes peuvent venir sur la scène du Ciel pour s'entraîner avant des concerts. Et dans ce qu'on appelle pour nous soutien en pratique, c'est aussi qu'on a un chargé d'accompagnement qui est là pour répondre aux questions, accompagner les groupes, les aider dans leurs démarches, des démarches de communication, des démarches liées à la technique, à l'environnement musical. Et on va proposer des ateliers techniques, par exemple sur la question comment choisir un micro, des choses purement techniques. On va proposer aussi des cycles instrumentaux avec... on propose pas mal de petits modules à côté pour aider les musiciens, les accompagner dans leur pratique et dans leur création musicale. C'est vraiment un lieu qui est dédié à la création et au développement des musiciens. Un lieu que le public va pouvoir découvrir ou redécouvrir ce samedi, puisque vous lancez, on va dire officiellement, la saison 2020. Alors, avec un concert le soir, mais les groupes qui répètent chez vous seront également sur scène au cours de la journée. Oui, c'est ça. Nous, on avait vraiment envie de montrer l'envers du décor de ce grand lieu que les gens vont sûrement connaître par la grande salle de concert, mais leur montrer que le lieu vivait de plein de manières différentes et donc de faire un focus sur nous, les musiciens résidents au Ciel. Ils sont près de 80. Et du coup, on aura des petits concerts d'une durée de 30 minutes pendant toute l'après-midi dans les différents locaux de répète. Voilà, et le soir, c'est le groupe Jardin, que je ne connaissais pas non plus, qui sera là pour donner le ton, j'ai envie de dire. Oui. Alors, le soir, on sera plutôt sur une programmation qui ira du côté du hip-hop, de la dance, une programmation plutôt hybride, électro. Une programmation qui interroge aussi la question des styles musicaux, quelque chose qui est aussi assez loin au final du rock, ce qu'on va aussi défendre sur l'année. Voilà, nous, on avait envie d'aller vers autre chose et d'ouvrir le lieu de manière assez festive et assez étonnante. Voilà, un nouveau lieu, entre guillemets, à découvrir. Si vous aimez explorer des nouveaux univers, le Ciel va vous en proposer tout au long de l'année. Et puis, ça tombe bien, vous accueillerez le week-end d'après le Maudit Festival, dont on va parler pour finir cette émission. Alors, c'est l'association Terreur Nocturne qui a repris en main ce festival. C'est un drôle de nom quand même pour une association. Qu'est-ce qui a eu l'idée de l'appeler comme ça ? Il y a eu tout un blind test, un brainstorming. Un brainstorming, c'est le mot. Qu'est-ce que le Maudit Festival ? C'est 12 ans d'héritage. Donc cette année, on reprend le festival, mais avec du sang neuf. Nous, on est un peu les archéologues de la bobine. On déterre les vieux films et on va les montrer pendant le festival du 16 au 26 janvier. Parce qu'avant, effectivement, l'événement s'appelait Festival des Maudits Films. Vous avez inversé les mots, j'ai envie de dire, Maudit Festival. Hélène, ça change fondamentalement pour ceux qui connaissaient l'événement avant ou vous restez dans la même lignée ? Alors, rester dans la même lignée, oui et non. Bien sûr, il y a un héritage qu'on ne peut pas nier, qui est celui des années précédentes, qui a toute une culture des films rares, méconnus, qui n'ont pas été suffisamment mis sur le devant de la scène et qui n'ont pas eu, selon nous, la notoriété qui pouvait leur être octroyée. Il y a un changement d'équipe, donc bien sûr, il y a des changements de volonté, il y a des nouvelles envies, mais on reste tout de même dans l'idée de montrer ces films, ces pépites, ces reliques qui n'ont pas été suffisamment montrés, qui sont restés dans une certaine marge de la cinématographie qu'on peut connaître.
Et s'ils sont restés en marche comme ça, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas très bons Pas du tout, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être mis en valeur, chose qu'on va essayer de faire pour ce festival. Mais c'est vrai qu'on va montrer peut-être des films qui dérangent, peut-être des films qui vont choquer. En tout cas, ça ne va pas laisser indifférent et c'est pour ça qu'on vous invite tous à venir au Festoche. Ouais, on est un peu dans la même lignée finalement que ce que propose le Ciel. On a une petite compilation des films que vous allez présenter. Et là, c'est pareil, on n'est pas dans ce qu'on appelle le mainstream. Non, non. Non, du tout. C'est une certaine curiosité. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va dans les confins du monde. On va en Laponie avec le renne blanc. On va jusqu'en Australie. On traverse un petit peu tous les pays pour voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui ont des qualités, des défauts, mais en tout cas qui dénotent d'une certaine vision du cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, du 16 au 26 janvier. Comment vous faites pour les trouver, ces films, s'ils ne sont justement pas très référencés C'est tout un combat, c'est un jeu d'archéologie, oui, c'est une chasse au trésor. C'est une chasse au trésor de reliques. Ça commence par un brainstorming d'envie. C'est l'occasion de mélanger toutes les cultures des différents membres qui composent l'équipe, toutes les expériences, tous les vécus, toutes les envies, les émotionnalités de chacun. Donc ça commence par là, ça commence par qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce que chacun connaît, qu'est-ce que chacun a envie de transmettre et de proposer. Et à partir de là, on se lance effectivement dans une longue chasse au trésor en contactant les ayants droit, les distributeurs et les personnes qui sont en possession de nous donner les droits et la possibilité de montrer le film. Bon, là, on voit quelques images d'un film qui s'appelle Aguirre, la colère des dieux, 1972. Celui-là, vous l'avez, pareil, exhumé des vieilles bobines ? Chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. Avec un acteur bien connu. C'est lui, la Klaus Kinski ? Oui, tout à fait. Qui était réputé pour avoir un sacré caractère, une nervosité palpable tout le long du tournage. Ah oui. Et du coup, ça en fait une œuvre singulière. Oui. Absolument. Qui date de 1972, sera projeté le mardi 21 janvier à la salle Juliette Berthaud. C'est pas des nanars, hein, non, pas du tout. Il ne faut pas faire l'amalgame. Non, exactement. Ouais. Non, il y a un héritage qui vient de cet univers, de ce domaine-là. C'est quelque chose qui effectivement existe et qui a peuplé les précédentes années du festival. Et c'est justement une image dont on veut peu à peu. Oui, on y allait pour se moquer un peu, pour rigoler. Voilà. Là, c'est plus le cas, c'est moins le cas. Moins le cas en tout cas. On ne peut pas prévoir la manière dont les gens vont percevoir les films, et c'est ça qui est intéressant. Mais il y a cette idée du nanar, bien sûr, mais ce n'est pas l'idée principale qu'on a envie de montrer. Je dirais même qu'on a plutôt envie de s'en détacher pour les années à venir. Il y a des grands acteurs qui peuvent figurer dans ces films maudits. On l'a vu là avec Klaus Kinski. On va le voir également avec cet extrait. C'est Al Pacino, très jeune à l'époque, qu'on retrouve dans un film qui s'appelle Cruising, hein, qui incarne, je crois, un jeune policier à qui on a demandé d'intégrer la communauté gay new-yorkaise. Absolument. Pour résoudre une enquête. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un film très particulier et ça fait partie de ces films justement qu'on exhume, qui sont des réalisateurs très connus et dans lesquels on a justement l'occasion de montrer que oui, des réalisateurs connus peuvent faire ce genre de choses à la marge et oui, des acteurs très connus ont pu faire ça autrefois. Alors ça fait rire, ça fait pleurer peut-être, mais en tout cas ça laisse pas indifférent et c'est l'occasion de montrer réellement une autre facette de cinéma. Je crois qu'il n'était pas super fier, Al Pacino, d'avoir fait ce film quand même. Guillaume, vous qui le connaissez bien. Je peux pas en dire plus. Bon, il sera projeté à Vorep, hein, celui-là. Oui, au Cap. Exactement, au Cap. Quelle date je ne l'ai plus en tête. Le samedi 18. Samedi 18, ouais. Voilà. Janvier. Pour ceux qui veulent découvrir donc Al Pacino dans un rôle peut-être un peu moins valorisant que ceux qu'il a pu faire par la suite. Il y a d'autres temps forts dans le festival qui démarre donc ce jeudi à Grenoble. Il va y avoir pas mal d'invités. Ouais. Tout est disponible un petit peu sur nos réseaux. Ou le programme. Et le la programme chance physique. De l'avoir en papier. Moi, on l'a amené en main propre, ce programme. Il est à moi. Hein, donc... je vous le rendrai. Oui, je vous le rendrai. Et donc, on va avoir des invités, des professionnels qui vont nous expliquer peut-être comment comprendre, nous donner des clés pour voir le film différemment. Et ça va être passionnant. C'est quelque chose qui va être révélateur.
du festival. On garde un temps fort aussi très, très, très prégnant dans la culture du festival, qui est celui des courts maudits, qui est l'occasion de présenter des courts-métrages très particuliers, eux aussi en marge, et qui dénotent d'une certaine curiosité cinématographique, et qui, eux, pour le coup, auront lieu le samedi 25, dans le respect de la tradition de ce festival. Et le public va voter. Et le public va voter pour son court-métrage préféré, effectivement. Tout le monde sera actif, réuni autour de la Pathéon. Le meilleur maudit court-métrage sera donc élu à la fin de l'événement. Exactement. Presque fin, parce qu'il se termine le dimanche 26 au ciel. Bon. Si vous avez envie de passer des bonnes soirées après le festival, vous allez voir, Guillaume nous a amené une petite série de DVD. Là, on en a mis 2 ou 3 en première ligne. Dark City, The Short Film of David Lynch. En fait, déjà dans le titre, on sent le côté maudit des œuvres, souvent. Expérimental, c'est du cinéma bis, donc ça peut être du slasher jusqu'à du kaiju eiga, des films de monstres géants japonais. Il y a vraiment pour tous les genres. C'est juste qu'ils n'ont pas été montrés à un moment donné, et puis oui, c'est spécial. Bon, ils vont l'être grâce à vous, et puis ça se terminera dimanche 26, donc au ciel pour la dernière projection. La boucle est bouclée. Merci d'être venu sur le plateau de Si on parlait. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expertise comptable et gestion. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.